Yaorana et bienvenue dans Manava. La vie associative en Polynésie est très riche. Qu'elle soit sportive, culturelle ou environnementale, une association doit suivre des règles précises. Et pour les comprendre, je reçois sur ce plateau aujourd'hui Quentin Flamand, qui est conseiller éducation populaire et jeunesse à la mission d'appui technique jeunesse et sport. Ina Vaitoare, pour la cellule d'information des usagers de la DGAE, Direction Générale des Affaires économiques. VTA Van Hoffen, qui est agent de développement au sein de la cellule des activités jeunesse et éducation populaire de la DJS, la Direction Jeunesse et Sport, et Vaiana Chang, qui est chargé de projet à la Fondation Anna Veil. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Quentin, première question pour toi. On parle souvent d'association, on utilise le terme, mais qu'est-ce qu'une association ? Une association, c'est minimum deux personnes qui se disent qu'ils ont des intérêts communs ou un objectif commun et ils veulent se réunir sous une structure juridique. Alors, dans la même lignée, on parle souvent d'association loi 1901. Tu peux nous détailler un petit peu ce que c'est ? La loi 1901, c'est une loi qui régit un peu le cadre des associations et en fait, c'est le seul cadre qui existe à l'échelle de l'État parce qu'après, il peut y avoir d'autres types d'associations, mais réellement, quand on va faire une déclaration au commissariat, c'est une loi 1901. VTA, j'ai vu qu'il y avait différents types d'associations, associations simples et associations déclarées. En effet, il y a plusieurs types d'associations qui peuvent exister. L'association déclarée, c'est-à-dire on souhaite l'officialiser, et à ce moment-là, cette association a été déclarée au commissariat chez nous, donc va bénéficier d'un statut et d'une personnalité morale. D'accord. Voilà, donc elle va pouvoir bénéficier de subventions, elle va pouvoir ester en justice, et voilà, elle aura beaucoup plus d'avantages, alors, comparativement aux associations non déclarées. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Café Philo. C'est une association de personnes qui se retrouvent autour d'un café, qui débattent de sujets philosophiques, mais qui n'ont pas une reconnaissance juridique. Elles ne pourront pas prétendre, ce que tu expliquais, Voilà. différentes subventions, ce genre de Tout choses. à fait, voilà. D'accord. En termes de, par exemple, une association déclarée, tu peux donner un exemple aussi ? Une association déclarée, donc va pouvoir... un exemple, un nom, Oui. un nom Un d'association. style d'association pour qu'on comprenne la différence ? Il y a souvent, ce sont des... De mon côté, jeunesse et sport, on a nos associations sportives, on a nos associations de jeunesse et d'éducation populaire, D'accord. qui, de par leur déclaration, peuvent bénéficier de soutien financier de l'État, du pays, et développer des projets qui vont bénéficier d'aide plus techniques, Voilà. ou même d'aide financière. Tout à fait. Ina, quel est le rôle de la DGAE par rapport aux associations ? Quelle est sa mission ? La Direction générale des affaires économiques instruit les demandes pour qu'une association de loi 1901 déclarée souhaite, par exemple, revêtir un nouveau caractère d'intérêt général, pour une reconnaissance d'intérêt général. Et dans ce cas de figure, quelques conditions sont à réunir. Entre autres, exercer d'abord être établi ici en Polynésie française et ensuite être en exercice depuis déjà 3 ans. Qu'est-ce qu'être reconnu d'intérêt général ? Ce sont en fait des associations qui sont d'abord à jour par rapport à une déclaration, par rapport au statut, et leur de statut doit avoir pour objet social des buts, dirons, à caractère philanthropique, culture, environnemental aussi. Et c'est, je vais dire, l'un des avantages lorsque l'on revêt ce caractère va permettre à cette association, par exemple, de pouvoir solliciter des mécènes, des entreprises, et ainsi permettre à ces entreprises d'être exonérées en partie d'impôts à hauteur de 3 pour 1000. D'accord. Vaiana, toi, pour la Fondation Anna Veil, tu es chargée de projet. Tu peux nous expliquer quelle est la vocation de la Fondation Anna Veil ? Alors nous, on intervient lorsque les associations, elles ont été créées pour le coup. On les soutient. Alors comment? On a mis en place 3 outils principaux qui permettent aux associations de collecter des dons via un site internet www.anaveil.org. Donc elles peuvent sur ce site internet se présenter les projets pour lesquels elles ont besoin d'argent et tout un chacun peut se connecter et faire un don pour ce projet.
Donc ça, c'est le premier outil qu'on a mis en place. Et la deuxième chose, on aide aussi les associations, toujours via notre site internet, à faire appel à des bénévoles pour des actions, des missions ponctuelles toujours. Et la dernière chose qu'on met en place, c'est des formations gratuites pour aider les associations à se professionnaliser, parce que comme disait Quentin, la plupart du temps, il faut juste être 2 personnes pour créer une association. Donc des fois, les associations n'ont pas forcément, les personnes qui représentent les associations n'ont pas forcément les compétences pour mener à bien leur projet. Et donc les formations sont là pour les aider à se professionnaliser, monter en compétences et pérenniser leurs actions. D'accord. Quentin ou VTA, on parle donc là d'associations, on parle de fondations, de fédérations, de clubs. Est-ce qu'on peut essayer de... Vous pouvez nous éclairer, nous expliquer les différences entre tout ça? Alors déjà, la différence entre une association et une fédération, c'est une association, ça regroupe plusieurs personnes, et une fédération regroupe plusieurs associations. D'accord. Déjà, c'est une différence fondamentale. Une association de rameurs ne va pas forcément inscrire ses adhérents à des compétitions, D'accord. alors qu'un club, il doit s'affilier à une fédé et il sera plus dans de la compétition. Donc il y en a un qui est vraiment loisir et un Voilà, autre qui est... D'accord. tout à fait. Ok. Alors, il y a une différence entre les associations de type loi 1901 et les fondations aussi. Une association de loi 1901, ce sont des personnes, au minimum 2, comme il disait Quentin, qui ont un but commun et qui veulent mettre en œuvre certains projets. Et une fondation, le but est différent. Et ce sont pas des personnalités, c'est pas des personnalités physiques. Ce sont des entreprises qui amènent de l'argent, du financement, dans un intérêt général. Donc des fondations peuvent aussi aider des associations. En tout cas, dans le cas d'Anaveil, c'est vraiment ce pourquoi on a créé Anaveil. Pour compléter ce que tu disais, c'est vrai que dans les deux cas, la fondation et l'association, c'est des personnes qui se regroupent autour d'une cause. Il y a quelques petites différences au niveau, par exemple, de la fondation. C'est forcément d'utilité publique. Là où on peut avoir des associations qui se regroupent autour d'intérêts particuliers, je pense par exemple aux associations familiales. La fondation, ça va vraiment être de l'utilité publique, de l'intérêt général proprement dit. Après, la fondation est nettement plus réglementée, encadrée par la DGAE notamment. Et on parlait tout à l'heure d'incitation fiscale. Le statut de fondation permet aux entreprises locales de bénéficier d'une réduction d'impôt de 40%. Donc ça, c'est vraiment en raccourci les différences et les grandes similitudes entre association et fondation. Mais c'est vrai que c'est vraiment 2 statuts différents qui ont leurs particularités. Ina, qui peut créer une association et qui ne peut pas? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire? Alors, au sein de la DGAE, il s'agit de surtout être concerté par des affaires concernant les associations de reconnaissance d'intérêt général. Et donc, avant de se rendre à la DGAE, ces associations doivent déjà être en règle par rapport au bureau des associations de l'État et être en exercice déjà depuis 3 ans. En ce qui concerne les fondations, pour venir compléter les propos de ma collègue de droite, les fondations donc déposent leur dossier à la DGAE et ensuite doivent avoir un but social qui soit conforme à la réglementation, c'est la loi du pays de 2016, et ensuite un certain nombre de pièces qui sont à joindre pour indiquer que leur registre social, par exemple, parmi les conditions qui sont à réunir, les membres fondateurs auront à effectuer alors tout don nécessaire et qui soit au plus de 1 million et plus pour les membres fondateurs. Ensuite, il peut y avoir des mécènes et les intéressés concernés peuvent ensuite effectuer des dons de toute nature. Cela peut être financier, cela peut être en numéraire, cela peut être un bâtiment. Et dans ce cas-là, les participations s'élèveraient à minima 100 000 par personne. Et donc, ce dossier va être examiné, va être instruit et à l'issue donne à la DGAE un délai d'1 mois pour ensuite délivrer une déclaration permettant à la fondation de procéder à la publication au journal officiel de la Polynésie française et dès la parution au GOPF, cette fondation revêt à ce moment-là une entité morale pour pouvoir
exercer et fonctionner comme une entité morale. Très bien, ben voilà, on a compris la différence entre association et fondation. Juste Vas-y, vas-y. peut-être aussi pour mettre les choses en perspective, aujourd'hui, donc la loi de pays sur les fondations polynésiennes existe depuis 2016 seulement, et aujourd'hui, il n'y a que 4 fondations en Polynésie versus des associations, je pense qu'on peut les estimer quoi, à Bah, 11 tu 000, viens de 12 tu viens de 000 devancer ma question, mais 25. vas-y. Donc combien actuellement. c'est riche la tout à Polynésie fait. en termes d'associations, hein. La Polynésie est très, Loi est du très pays de dynamique. 2016, hein. Donc ce qui est assez récent. On estime à combien là? Ils sont 4. Elles sont Non, non, 4 non, sur ça la c'est les fondation. fondations, mais les associations, on estime à combien? Alors, question compliquée, calcul compliqué aussi. D'autant plus que l'Institut statistique de la Polynésie, aujourd'hui, les associations ne sont plus obligées de renouveler leur numéro Tahiti, comme ça se faisait avant tous les ans, Ouais, ce qui permettait de suivre et d'avoir de le nom. suivre, d'avoir des statistiques d'associations qui sont toujours en activité. Hein, parce qu'il y en a beaucoup, je vous jure, qui sont en sommeil aujourd'hui, mais qui sont toujours répertoriés. Hein, Ouais, donc dans- effectivement, ça se complique là. Ouais. Ça se complique. Nous, on a un suivi de nos associations à la jeunesse et au sport assez précis parce que régulièrement, elles viennent nous solliciter pour des aides, notamment financières, voire un petit peu comme la Fondation nous solliciter pour des formations, pour des accompagnements. Voilà. Mais ce que je voulais rajouter, au niveau des associations, et il y a aussi ce qu'on appelle les associations fermées. Hein, il y a des associations, loi 1901, loi du 1er juillet 1901, dont les adhérents peuvent être essentiellement, par exemple, des commerçants autour du marché. Si on n'est pas commerçant autour du marché, on ne rentre pas dans cette Ouais, association. intéressant. Oui, oui, Voilà, hein, c'est ce qu'on appelle des associations fermées. Il y a des associations qui sont essentiellement ouvertes aux femmes, par exemple. Oui. Tu es un homme, tu n'y as pas accès. C'est dans leur statut. La Bible du fonctionnement et de tous les critères qui font vivre une association, c'est dans le statut. Et on va en reparler en deuxième partie. Et les statuts sont créés par les deux. Alors, est-ce qu'il y a des statuts classiques ou alors, on va dire, est-ce que les deux premières personnes, parce qu'il faut être minimum deux, vont décider que statut, donc règle 1, règle 2, ainsi de suite. Ça fonctionne comme ça? Il y a les statuts types qu'on peut retrouver facilement sur Internet, mais effectivement, il y a un peu des bases communes un peu à une association sur quel est le siège, ça c'est une obligation, le siège social, et quel est le représentant de cette association. Il faut au moins une personne ou un bureau qui représente cette association. Et je voulais rajouter, parce qu'on parle beaucoup aussi de subventions, de financement, de mécénat, l'un des principes fondateurs de la loi 1901, c'est qu'une association doit être à but non lucratif. C'est-à-dire que s'il y a des sous à la fin de l'année, on n'a pas le droit de se les répartir entre les différents membres du conseil d'administration. Alors, on va en parler en deuxième partie de l'émission. On va revenir dessus sans problème. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Quentin Flamand, qui est conseiller éducation populaire et jeunesse à la mission d'appui technique jeunesse et sport. Ina Vaitoare pour la cellule information des usagers de la DGAE, pardon. VTA Van Offen, qui est agent de développement au sein de la cellule des activités jeunesse et éducation populaire de la DJS. Et Vaiana Chang, qui est chargé de projet à la fondation Hanavai. Et la première question là, pour reprendre ce plateau va être pour toi, Vaiana. Comment fonctionne le financement participatif? Alors aujourd'hui, en quelques mots, on a un site internet qu'on a cité tout à l'heure, que je peux reciter, www.anavei.org. Et en fait, sur ce site internet, les associations peuvent se présenter et surtout lancer des appels aux dons. Et ensuite, la durée varie. En général, ça va être une moyenne de 3 mois. Et pendant ces 3 mois, quiconque a une connexion Internet et une carte de crédit peut se connecter au site Internet et faire un don. Le minimum est de 500 francs et il n'y a pas de maximum pour le projet en question. Donc par exemple, juste pour vous donner un exemple, en ce moment, on a une collecte en cours pour aider les étudiants du lycée Diadème à participer à la course mythique de la Tahitienne. Et donc, tout un chacun peut faire un don et 1000 francs donnés, c'est une élève qui participe à la course prochainement. D'accord, donc là on parlait du financement participatif. Tout à l'heure, VTA, tu parlais donc de financement qui était attribué par l'État pour certains types d'associations. Et comment sont-ils attribués, sur quels critères? Alors, les financements Financement ou subvention, on va dire. d'une association sont multiples. Alors déjà,
les premières rentrées d'argent sont les adhésions. Hein? Les associations pour entrer, pour dire je suis sociétaire ou j'adhère à telle association, je paye mon adhésion. C'est la première ressource financière de l'association. Ensuite, il y a des cotisations par rapport à des projets. L'association, en commun, on décide de mettre en place un projet et on a évalué le coût financier du projet. Hein? Et voilà, donc, je ne sais pas, pour organiser une course ou un déplacement pédagogique pour des enfants de... Voilà, et ça va coûter... Ouais, il y a un projet, on dit que le projet coûte Voilà, tant. coûte tant, voilà. Et donc, c'est voilà encore une ressource. Et après, il y a les dons, les subventions. Hein, globalement, voilà un petit peu les ressources d'une association. Et il y a aussi les ventes qu'une association peut faire, des recherches de fonds. On vend des casse-croûtes, des gâteaux, Oui, voilà, des calendriers, Voilà. Ils vont etc. générer une action qui Voilà. va rentrer des fonds. Voilà. Ina, comment, ou alors c'est peut-être Quentin, concrètement, quels sont les documents à fournir pour la création d'une association? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Est-ce qu'il y a un nombre? Alors, le nombre de personnes minimum, vous me l'avez dit, c'est 2. Ces 2 personnes, ils peuvent être mineurs. Ah, alors, c'était une autre de mes questions. Très bien, continuez. Du coup, pour déclarer une association, il faut déposer les statuts et dans les statuts apparaît le siège social et la personne qui est représentant de l'association, la personne ou le bureau ou voilà. Dans les bonnes pratiques, en général, on conseille qu'il y ait un président, un secrétaire, un trésorier. Oui, ça, c'est les bases. Donc, tu dis que ça peut être mineur, les personnes peuvent être mineures, mais est-ce qu'elles doivent être, il doit obligatoirement y avoir quelqu'un de majeur dans l'association? Ou ça peut être des ados qui montent une association pour quelque chose de particulier Ça peut être des ados qui montrent une association pour, je sais pas moi, de l'aéromodélisme, voilà, et ils se montent en association. Après, ce qui va être plus compliqué, c'est au moment de l'ouverture d'un compte au nom de l'association. Ouais, donc là, il faut voilà. un majeur. Voilà. Donc techniquement, il y a bien un majeur qui va intervenir dans cette création. Et Ina, est-ce qu'une association peut être transformée en société? Alors, il a relevé précédemment que l'objet social d'une association est à but non lucratif. Alors que lorsque l'on se transforme en société, l'on prend un objet social qui a but lucratif. Donc, Donc, il va à la falloir faire les base, démarches. en fait, il faudrait tout simplement créer une structure. Ouais, voilà, on peut pas transformer, on va en entreprise. créer une et peut-être mettre l'association au sommeil ou faire en sorte qu'elle disparaisse pour que la société prenne la place. Exactement, en assemblée générale, il suffit de dissoudre dissoudre l'association et après pour la création d'une entreprise. Dans le mode de fonctionnement, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on parle d'assemblée générale, donc on va expliquer ce que c'est aussi, si tu veux bien, Quentin. C'est l'instance démocratique et de décision de toute association. Elle est là pour un peu orienter et expliquer un peu l'objet de l'association, vérifier que ce qui a été fait l'année précédente correspond à l'objet de l'association et que l'année suivante aussi, voilà, les projets qu'on compte mener et que ce soit bien en cohérence. On vérifie les comptes, on vérifie un peu tout ça. L'Assemblée générale est vraiment l'organe de décision. C'est eux qui vont voter aussi pour le bureau ou le conseil d'administration. Donc le bureau qui va être le président, souvent le trésorier, on va dire le secrétaire, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il est possible, Quentin, je te pose encore la question, est-ce qu'il est possible qu'un même bureau siège au sein de plusieurs associations? Alors, pas un même bureau, tel quel, une entité. Après, s'il s'avère que ces 3 mêmes personnes se retrouvent dans une autre association et sont aussi président, secrétaire, trésorier, ça pose aucun problème. Voilà, il n'y a pas de problème. On peut cumuler, on va dire, les charges, mais on est sur l'association, mais on peut cumuler ce genre de choses. On peut cumuler les mandats. Vaiana, est-ce que les associations peuvent employer des personnes? Alors, oui, les associations peuvent employer des personnes, rien ne l'empêche. Au sein d'une fondation aussi, je suis moi-même salariée de la fondation Anna Veil. Donc que ce soit INA ou VTA, peut-être en termes de structure, ça veut dire qu'il doit y avoir un suivi par un comptable, on doit déposer son bilan, ce genre de choses? Alors, c'est la DICP hein, qui est en charge de pouvoir vérifier si l'association est assujettie à des contributions, à des impôts par rapport aux activités qu'elle va mener. Hein? Oui, une association peut avoir des employés. Hein? L'association, le président peut signer des contrats, hein, vu qu'ils sont déclarés officiellement, sans souci.
Ça veut dire qu'on a un bilan à déposer aussi, enfin à déposer un bilan à faire, et il y a un suivi à faire. C'est pour expliquer que justement il faut une certaine structure à partir du moment où on commence à employer des personnes. Ah ben, C'est ce que il je veux faut, il essayer faut déjà d'éclaircir. il faut déjà que l'association, voilà. Alors, avant de créer une association, quand on va se répartir, par exemple, les responsabilités, euh, on va pas mettre trésorier quelqu'un qui ne sait pas compter. On va pas proposer le poste de secrétaire à une personne qui ne sait pas, qui a pas de Il compétences, n'y a pas de sens de l'organisation, ce genre de choses. Ouais. etc. Hein. Donc, effectivement, avant d'employer quelqu'un, il faut faire un point. Est-ce que nous avons les moyens financiers? Est-ce qu'on va pouvoir payer le salaire de cette personne? Après, il y a toute une réflexion à faire. La personne que l'on va employer, il faut peut-être imaginer qu'elle pourrait générer également une partie de son salaire dans ses activités. Donc, le pays, l'État peut aider à un cofinancement du salaire des gens qui sont employés par l'association ou même la fondation. Hein. Mais avant de créer, de se monter en association, il y a beaucoup de choses à bien assimiler. Hein? On ne va pas copier-coller le statut de l'association qui est à côté et aller, ça y est. Si le but est différent, voilà. on n'aura pas obligatoirement Voilà. le même rendu, on va dire. Voilà. Il faut être conscient que lorsqu'on on n'est plus, moi par exemple, j'ai ici une association, quand je vais agir au nom de mon association, je n'agirai pas en mon nom personnel. Ce n'est pas ma personnalité physique qui va agir, je deviens une personnalité morale parce que je représente une association et du monde derrière. Donc, il y a aussi l'aspect assurance. Il faut prendre une assurance pour garantir une certaine sécurité aussi. Une assurance. Oui, parce que ça dépend si l'association est sur certaines activités qui vont demander peut-être de se déplacer, ce genre de choses. Et une assurance en responsabilité civile. Et comme ça, à ce moment-là, il n'y a pas que les membres adhérents qui seront couverts, mais également les personnes qui participeront aux activités que nous, au projet que l'on a mis en place. Ça, ce sont des choses très, très importantes. Chez nous, on accompagne pas mal les gens qui veulent se monter ou même qui sont déjà en association. Et l'idée, c'est de rectifier, quoi. Voilà. Yana, tu disais tout à l'heure que vous allez guider aussi certaines personnes qui veulent monter une association, c'est ça, au sein de... Alors nous, on intervient une fois que l'association est créée. Par contre, on organise des formations gratuites pour les associations tous les ans dans divers domaines. Donc pour en citer quelques-uns, pour donner une idée, en gestion de projet, en comptabilité, en communication. On fait même du média training d'ailleurs. Tout ça pour aider les associations à mieux faire, on va dire. Mais on part du principe qu'elles sont déjà créées, qu'elles fonctionnent déjà, et nous on est juste là pour leur apporter d'autres outils pour pouvoir agir de la meilleure façon possible. Alors, parfois il y a aussi des erreurs qui peuvent être faites, et même il peut y avoir des dérives. Alors comment sont suivies les associations, ça vous l'avez dit, mais est-ce que certaines peuvent être dissoutes parce qu'il y a eu des dérives? Est-ce que ça peut entraîner des problèmes devant la justice? Est-ce que, Quentin, c'est possible ça? C'est tout à fait possible. Si à un moment donné, il peut y avoir des abus de biens sociaux, des détournements de fonds. Parce que comme on parlait d'argent, quelquefois, hélas, il peut y avoir des dérives. Exactement. Mais du coup, là, c'est bien la personne qui a fauté qui est mise en cause. C'est pas l'association. C'est pas l'association en elle-même, Voilà. d'accord. C'est pas parce qu'il y a une personne au sein de l'association qui a fauté que l'association entière est mise en cause. Et du coup, à ce moment-là, oui, c'est sa responsabilité individuelle qui est engagée. Sur la question après des finances, comment on peut vérifier? À partir du moment où il y a des financements publics, là pour le coup, il y a un contrôle qui se fait annuellement et régulièrement pour être sûr que l'utilisation des fonds soit correctement faite. Une toute petite association avec quelques membres qui ne touchent pas de biens publics, ils font une petite comptabilité en interne et voilà, ça pose aucun problème. C'est du bon sens, ce que disait Théa, en fait, ouais. c'est du bon sens. Et il peut arriver que les associations soient dissoutes pour des raisons, on va dire, morales ou d'autres choses? C'est assez exceptionnel, mais c'est arrivé. Et souvent, ça, on le voit dans les médias. Hein. C'est vraiment parce que il y a des choses très graves qui s'y sont passées. Hein. Mais après, une association peut s'auto-dissoudre. Hein. Voilà, il n'y a plus personne qui veut continuer le projet.
On se réunit en assemblée générale où on va décider de la dissolution de notre assemblée, de notre association. S'il reste de l'argent, s'il reste des biens, eh ben on va décider à quelle association qui poursuit les mêmes buts que nous, on va octroyer notre actif, entre guillemets. Hein. Et voilà, ça arrive aussi. Et dans le cadre où justement l'association génère des fonds et des revenus, est-ce que celle-ci peut aider d'autres associations aussi? C'est autorisé? Oui, ben, il y a un peu comme... il y en a. Et bien sûr, bien sûr. Alors, il y a juste une chose qu'il faut faire attention. Si jamais mon association a perçu une subvention du pays ou de l'État, je ne peux pas la reverser à une autre association. Hein? Ça, c'est Parce que c'est dans un protocole, c'est bien défini, et ensuite on ne peut pas faire... Voilà, ça s'appelle en termes juridiques, je crois, une subdélégation. D'accord. Et c'est interdit. Bon. Alors j'espère qu'on a été clair sur l'ensemble des associations, d'expliquer le comment, le pourquoi. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions et de nous avoir éclairés. Passez une très bonne journée, bonne fin de journée sur TNTV et à demain.